En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, aujourd'hui un peu plus spécialisé dans la bande dessinée. C'est la saison, paraît-il. Nous sommes devant l'espace Franquin et j'ai la joie d'être avec Éric Potel qui nous fait l'émission sur la BD sur notre antenne depuis des années, qui s'appelle Conciliabule. Et j'ai eu envie, et je lui ai demandé, de faire un peu l'histoire de cette BD, hier, aujourd'hui et peut-être demain, à travers son histoire de passionné. Éric, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, j'ai envie que vous nous racontiez un peu comment a commencé pour vous cet amour de la bande dessinée qui vous a emmené à faire une émission par semaine sur notre antenne, entre autres. Oui, depuis plus de 30 ans, on peut bien le dire, et entre autres, oui, on va pas faire le CV ici, mais c'est vrai que c'est une longue vie de passionné au service de la bande dessinée, et qui est effectivement née d'une rencontre entre un petit garçon, celui que j'étais, et le festival de la ville d'Angoulême. Il y a eu une collusion, et c'est effectivement un bonheur pour moi, parce que ça a ouvert des horizons. Alors, on va commencer justement par peut-être... Alors on va déambuler comme on fait d'habitude, on part de l'espace Franquin et on remonte sur la place Saint-Martial où ils sont en train de, justement, on enregistre une semaine avant le festival, ils sont en train de monter ce qu'on appelle les bulles, on y reviendra après. J'ai oublié de dire aussi que vous étiez prof de philo au lycée Sainte-Marthe-Chavagne, pour ne pas le nommer évidemment. Donc on reprend l'histoire de ce petit garçon et on monte vers la place Saint-Martial. Éric Potel. Alors, ce petit garçon, justement, ça me fait marrer ce que vous m'expliquez. Je me suis fait dire par un de mes professeurs en 4e que je ne ferais pas d'études parce que je lisais de la bande dessinée en classe, ce qui était vrai d'ailleurs. Et ça me fait bien rigoler parce qu'aujourd'hui, donc, je suis prof de philosophie et finalement, on voit bien que la bande dessinée n'abrutit pas. Alors que dans mon enfance, c'était un peu le credo, jusque dans les années 70, on considérait que la bande dessinée était abrutissante, qu'elle était tout au plus tolérée comme une forme de résurgence des magazines, des illustrés, les ancêtres de Bibi Fricotin, des Pieds Nickelés, de Bécassine, et puis que donc elle n'apportait pas beaucoup plus qu'une espèce de propédeutique ou d'entrée dans la grande littérature. Donc moi, j'étais justement totalement opposé à cette idée, et un de ceux qui m'a fait vraiment changer d'avis, c'est le monsieur qu'on va voir ici sur ce mur. C'est Philippe Druillet. Alors Philippe Druillet, qui c'est ? C'est un peintre, un dessinateur, un graphiste, un photographe qui s'est fait remarquer dès les années 60 et qui a été aussi un des enfants de Pilote, le magazine Pilote. Et René Goscinny lui avait dit « Je ne comprends pas grand-chose à votre art, mais je vais quand même vous éditer ». C'est quand même l'image que Goscinny était quelqu'un qui était extraordinaire, parce que quand vous allez voir le dessin de la fresque de Druillet, rien à voir. Et pourquoi Druillet ? Parce que enfant, pendant le 2 ou 3e festival d'Angoulême, au musée, il y avait donc une exposition avec quelques planches de Druillet, des originaux. Et comme vous allez le voir, Druillet, c'est un peintre de la démesure. On commence à l'apercevoir ici. C'est un peintre de l'immense, c'est un peintre de l'allégorique. Et ces planches étaient énormes, immenses, fourmillant de détails. En même temps, l'ensemble exhalait une espèce d'odeur, je dirais, fétide, d'une science-fiction qu'un enfant comme moi n'avait pour l'heure jamais vue. Mais il n'y avait pas que moi, personne n'avait jamais vu ça. Et j'ai été totalement fasciné par ces planches, et que je me suis après empressé de découvrir dans les albums, même si j'avais été un peu jeune. Et la ville d'Angoulême avait eu l'idée, avant tous les autres, de lui demander un mur peint. Mur peint qui a été abîmé, sali pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que, lorsque la ville a reconsidéré sa politique complète des murs peints, ce qu'on appelle les murs peints, donc ce sont ces murs, il y a 25 points à peu près dans la ville, et un peu au-delà, qui sont à chaque fois dévolus à la représentation d'une œuvre, d'un auteur. Eh ben, lui, il a été le tout premier. Et donc, son mur avait été sali par le temps, dégradé. Et il y a quelques années, donc, la mairie a décidé de faire reprendre l'ensemble. Et on a un des plus beaux et des plus grands murs peints de la ville d'Angoulême. Parce que celui-ci, il est quand même sur 3 étages environ. Il est large, massif. Et alors, il détonne dans le paysage parce qu'il propose comme ça une vision totalement folle, métallique, avec des couleurs tranchées, assez heurtées. Un pur style à la Philippe Druillet. Alors, Philippe Druillet, donc, c'était avec Moebius, par exemple, un des fers de lance d'une revue qu'on a un petit peu oubliée, qui s'appelle Métal Hurlant, et qui, moi, quand j'étais enfant, m'a littéralement fasciné. Alors, vous me demandiez un peu à quelles conditions j'ai aimé la bande dessinée. J'aimais déjà la bande dessinée à 12 ans, c'est vrai, mais ça a été marquant. Enfin, à 10-11 ans, oui, j'étais en 5e, donc j'avais 11 ans à peu près. Ça a été totalement une espèce de révélation, et j'ai un peu délaissé mes Tintins, mes Astérix et mes Spider-Man, faut le dire, que je lisais beaucoup dans la
revue Strange de l'époque, au profit d'une bande dessinée plus adulte, bien que j'ai été beaucoup trop jeune à l'époque, je crois, pour lire tout ça. Merci. Alors, on va dire où nous nous trouvons. On a longé l'espace Franquin. On est venu, on est passé dans la rue piétonne, la rue Hergé, au pied de la bijouterie. On a traversé à côté du magasin Kodak, voilà, pour pas le nommer. Là, on a tous les arrêts de bus et puis les galeries Lafayette. Et puis, cette peinture, ce mur peint immense que nous avons, qui abrite la Société archéologique et historique de la Charente, où est entre autres notre ami Jacques Baudet et puis Florent Gaillard, qui sont très très souvent. Donc c'est tout le mur, quand on tourne au rond-point, qui nous donne cet aspect de science-fiction totale et d'un autre temps, d'un autre monde, mais finalement qui, comme il a été restauré, j'allais dire, ne vieillit pas et a toujours cette dimension un peu fulgurante, comme vous disiez. Alors cet enfant qui découvre ce mur, qui commence à lire des bandes dessinées pour adultes tout en délaissant un peu Tintin, qu'est-ce qu'il va devenir et comment ça va se goupiller, on pourrait dire, de façon familière avec la bande dessinée et resituer pour nos auditeurs et nos auditrices la bande dessinée et sa création par trois acteurs, dont Jean Mardiquian, entre autres, et deux autres. Alors les deux autres, c'est évidemment Francis Groux et puis Claude Moliterni, qui a été lui responsable éditorial aux éditions d'Argo à l'époque. Alors pour revenir un peu en arrière, le mur n'existait pas à l'époque où moi j'étais enfant. Il est venu un tout petit peu plus tard. Il a dû venir quand je devais avoir à l'adolescence ou un peu après. Mais il a été le tout premier ou l'un des vraiment premiers murs peints. Et il était symbolique pour moi parce que je me souviens enfant d'avoir monté les escaliers du théâtre. C'était du musée. C'était donc l'ancienne configuration du musée. À l'époque, on entrait par la cour arrière avec un petit escalier qui s'ouvrait. Et là, il y avait ces planches extraordinaires des auteurs, on va dire, de Métal Hurlant, dont celle de Philippe Drouillet. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qui m'a amené là? Il y avait un concours de la bande dessinée scolaire, et oui. Et quand j'ai 11 ou 12 ans, en 5e, mon professeur de dessin nous propose de faire des bandes dessinées. Et je vais les faire, et je vais avoir le 3e prix. Donc je suis très fier, très content, et j'ai une 12aine d'années. Et c'est là véritablement que je vais commencer à rentrer, on va dire, un peu plus de plein pied dans la bande dessinée. Avant, enfant, c'était un passe-temps chronovore, parce que j'adorais ça, mais ça restait quand même encore une distraction. Il est vrai qu'à l'adolescence, ça va devenir vraiment une passion, que je vais délaisser d'ailleurs un petit peu plus tard, comme tout le monde, avec les amours, avec les études, avec le changement de vie, et puis je vais revenir très très vite, où là, je vais effectivement m'enfoncer beaucoup plus profondément dans une histoire, dans une sociologie, dans une sémantique de la science-fiction, mais ça, c'est le prof de philo à ce moment-là qui remonte. Bien. Alors, Éric Potel, cette ville d'Angoulême et ce festival, il a quel âge le festival? 50 ans, je crois, cette année? Alors, c'est sa 50e année. La première édition a eu lieu en janvier 74. Et donc, elle a été organisée par messieurs Groux, Moliterni et Mardiquian, et aidée de Rémi Berger pour tout ce qui était de la technique, parce qu'on a un petit peu oublié Rémi Berger. C'était un gros bordel, ce festival, excusez-moi l'expression, mais on se rappelle qu'au numéro 4, quand même, les bulles se sont dégonflées. Et il a fallu que le festival migre immédiatement à ma campagne. Alors justement, je voulais en parler, puisqu'on appelle ça des bulles. On va se mettre à l'abri parce qu'il pleut quand on enregistre, sous l'auvent des Galeries Lafayette. Et nous allons vers la place du Champ de Mars, en fait, où il y a aussi une immense bulle. Alors revenons aux bulles. Parlez-nous des bulles. Alors moi j'étais enfant, mais je me souviens très bien qu'effectivement on a pris armes et bagages pour aller à ma campagne en partie, et une autre année, peut-être pas ma campagne, mais une année sur ce qu'on appelait le logis de Lunès, là où se situe environ Leclerc, les magasins Leclerc d'aujourd'hui. Et parce que durant la nuit, les bulles n'avaient pas tenu. Alors moi j'étais enfant, donc je me rappelle un peu moins les conditions réelles du moment, mais ça a été une espèce de, comment dire, pas de scandale, parce qu'on n'en était pas là, mais enfin, ça a été un branle-bas de combat. Il a fallu comme ça faire que le festival en entier émigre. Ce qui m'a permis, pour ma part, de rencontrer Moebius, par exemple, le grand dessinateur Moebius, par truchement, parce que les stands étaient beaucoup plus abordables. Et puis à l'époque, il n'y avait pas le monde qu'il y a. Donc finalement, on avait un festival qui était beaucoup plus bon enfant, beaucoup moins professionnalisé, mais en même temps beaucoup plus bordélique, faut bien l'avouer. Les tenants du c'était mieux avant, on peut toujours voir, c'était toujours mieux avant, effectivement, où l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Je pense que c'était une époque, et il faut la prendre comme telle, et pas se lamenter. Elle était agréable. Moi, j'étais enfant, je découvrais plein de trucs, et c'était une autre époque. Maintenant, ça ne pourrait plus avoir lieu.
Bon, alors ces bulles, donc elles étaient donc gonflables, elles se sont dégonflées et elles ont été remplacées par les chapiteaux qui aujourd'hui sont encore sur place. On n'a pas voulu déménager cette bande dessinée. Est-ce que vous savez pourquoi? On aurait pu très bien la mettre avec l'espace Cara dans un grand espace cloisonné pour pouvoir exposer les bandes dessinées. Pourquoi est-ce qu'on a voulu rester en ville? Parce que c'est le monde entier, la profession qui est attachée maintenant depuis 50 ans à Angoulême. On s'est rendu compte que les auteurs, les éditeurs et toute la nébuleuse qui tourne autour pendant ces 4-5 jours a ses petites habitudes. Donc, c'est-à-dire que bon, finalement, Angoulême, c'est petit, c'est vrai, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Tout est joignable en 5 minutes à pied. Et du coup, nous exiler à l'espace Cara, c'est priver les auteurs finalement d'un plein pied dans la ville, et ça les oblige donc à prendre une navette. Et ils avaient tenté le coup à Grenoble. On se rappelle, il y a du temps où Georges Chavannes était maire d'Angoulême, il avait tenté de délocaliser finalement le festival à Grenoble, et ça n'avait absolument pas fonctionné. Dans un parc des expositions à l'extérieur de la ville, ça plaisait pas. Ici, c'est le côté, puisqu'on est là pour parler aussi du festival, qui plaît, c'est le côté un petit peu, la ville est sans dessus dessous, les bars ferment à 4 heures du matin, il y a des calicots dans la rue, il y a des animations, il y a un monde fou, c'est interlope, et donc cette ambiance, elle est désirée par les gens de la bande dessinée, et ils sont contents de la trouver. Donc du coup, Angoulême, finalement, qu'on a souvent attaqué pour sa petite taille et son manque de capacité à accueillir tout ce petit monde, c'est vrai. Néanmoins, développer un point, c'est une espèce de convivialité. Moi, je connais beaucoup d'auteurs qui savent maintenant leur restaurant, leur bar, qui savent où est leur hôtel. Ça fait 20 ans qu'ils viennent et je leur dis, tu veux que je t'aide? Non, non, c'est bon, Eric, je connais la route, ne t'inquiète pas. On peut même dire qu'il y a des gens qui louent des chambres jusqu'à Cognac et autres lieux assez loin pour ce festival de la bande dessinée. Jusqu'à Saintes, je crois, jusqu'à Bordeaux, ça dort un peu. Là, moi, je vais retrouver un ami qui va dormir au Métairie. Mais c'est pas très loin, mais enfin bon, quand même. Et c'est pas loin, il est content. Certains font Saintes, même Bordeaux. Hein. On a eu... Ah oui, carrément. Ah oui, la ville n'a pas la capacité hôtelière d'accueillir autant de gens. Alors, on a ce fameux chiffre de 200 000 personnes. Bon, en fait, faut être honnête, puisque moi, j'étais administrateur au festival pendant de nombreuses années. C'est un peu au doigt mouillé, hein, on va le dire comme ça. On ne sait pas exactement. On sait que c'est beaucoup. On sait que ça rapporte énormément à l'économie locale. J'aimerais aussi tordre le cou à cette idée que j'ai tellement entendue quand j'étais plus jeune, combien ça coûte le festival. J'ai envie de retourner le truc, surtout combien ça rapporte à la ville. Quelles sont les villes en France qui se permettent de dire leur nom et d'être tout de suite associées à un médium? Bourges pour la musique, effectivement, Arles pour la photo, Angoulême pour la bande dessinée. Non, mais tout à fait. Quand on va partout à l'étranger, même à l'étranger, vous dites, vous êtes d'où? D'Angoulême, et les gens qui connaissent le comics, ou le manga, ou le fumetti, etc., vous disent, la ville la ville de la bande dessinée. Donc Angoulême, les gens ne s'en rendent pas compte, mais profite énormément, sans compter les nombreuses industries que ça a créées sur place. Là, on ne peut pas y descendre parce qu'il pleut, nous sommes à pied, mais il faudra aller voir les industries du dessin animé, du numérique, qui ont succédé à l'industrie du papier. Il faut savoir qu'Angoulême était une ville du papier quand j'étais enfant. Et ça a périclité d'ailleurs dans les années 70, et maintenant c'est devenu une plaque tournante du DA, ce qu'on appelle le DA, l'animation du numérique. Donc Angoulême a pu générer de l'industrie et du commerce grâce à la bande dessinée, ce que les Angoumoisins devraient de temps en temps se rappeler. Bien. Alors ça, les choses sont dites. Avant, quand on allait à l'étranger, on pouvait dire Cognac, les gens connaissaient. Aujourd'hui, grâce au Festival de la bande dessinée, les gens connaissent aussi Angoulême. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire les lieux importants où se trouvent les bulles, enfin du moins les chapiteaux, et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, il y a 2 bulles principales. L'une qui se situe à la place du Champ de Mars, c'est-à-dire... Où nous sommes, au-dessus nous sommes dans la galerie marchande, en dessous du Champ de Mars, parce que comme il pleut, on s'est mis à l'abri. Alors, elle n'existait pas il y a de nombreuses années, cette galerie, mais effectivement, c'est la place dite du Champ de Mars qui habitait toujours la bulle principale, c'est-à-dire celle sous laquelle donc, on accueillait le public, venu acheter, découvrir et bien sûr faire dédicacer les bandes dessinées. Il faut savoir que le principe de la dédicace, c'est quelque chose qui empoisonne la vie des dessinateurs de bande dessinée. Elle a été inaugurée par Franquin dans les années 60, le créateur de Gaston Lagaffe, et il s'en est mordu les doigts, et elle est devenue une des spécificités, on va dire, de l'Europe et d'Angoulême, c'est-à-dire on peut venir ici faire
dédicacer son album si l'auteur est présent. Maintenant, c'est devenu un peu une industrie. Il y a carrément des faux commerces. Il y a des gens qui louent des personnes pour faire l'attente devant les bulles pendant tant d'années d'heures pour avoir une dédicace. C'est affreux. Mais à l'époque que moi j'ai connu, c'était franchement très bon vivant. Les auteurs ne rechignaient pas à faire un petit Lucky Luke, etc. sur l'album. Ça se passait bien. Il n'y avait pas l'affluence de maintenant. Et donc ça se passait au Champ de Mars. Et puis le festival a pris une telle importance qu'il a fallu ouvrir aussi un endroit où on pouvait mettre ce qu'on appelait les fanzines. Alors fanzine, c'est fanatique, magazine de fanatiques. C'est-à-dire les gens qui étaient des gens qui avaient envie de parler, de faire et de lire de la bande dessinée et qui faisaient ça par leurs propres moyens. On a appelé ça les fanzines, quoi. Et on les a logés au Champ de Mars. Alors tout ça, au Champ de Mars, Place New York, pardon. Alors je raccourcis, je vais. Oui, bien sûr. Les vrais spécialistes du festival le sauront. Il y a d'ailleurs un livre sur les 50 ans du festival qui va apparaître à l'occasion du festival. C'est Philippe Tomblem qui l'a écrit en rapport donc avec l'association du festival, dans lequel vous retrouverez tous ces éléments qui parcourent et jalonnent l'histoire du festival. À mon niveau d'observateur et d'enfant, puisque là j'étais enfant, les fanzines c'était un monde un peu différent. Et donc on les a logés dans cette bulle là-haut, qui depuis est dévolue essentiellement d'ailleurs, ouais, c'est vrai, aux petites boîtes d'édition, aux fanzines, etc. Les grosses maisons, si vous voulez acheter du Dargaud, du Dupuis, du Glénat, vous viendrez ici. Et puis Révolution, on a passé les entrées payantes. Jean-Michel, je ne sais pas si vous en rappelez. Oui. C'était gratuit, le festival d'Angoulême. C'était gratuit. On y allait comme on voulait. Et puis du coup, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on faisait payer, on écrémait une certaine clientèle dont ne voulaient pas les éditeurs, pour des raisons de sécurité, de vol, etc. Et que les gens étaient prêts à payer pour pouvoir venir sous une bulle acheter des livres. Pour acheter des livres, en fait. Voilà. Et en fait, le festival est devenu festival et non plus salon. Rappelez-vous que quand nous étions enfants, on parlait du salon. Alors, c'est pour des raisons de TVA, etc. C'est pour des raisons juridiques que le festival s'est retrouvé à s'appeler festival parce qu'il n'avait pas les attributs du salon et que ça privait d'un certain nombre d'aides économiques. Donc, il est devenu le festival il y a 25 ans environ, de tête, je dis ça. Et il est devenu payant. Et en fait, ça n'a pas du tout refroidi le public, faut être honnête. Alors, dans cette galerie marchande du Champ de Mars, moi je trouve qu'elle n'est pas assez justement mise en valeur pendant le festival. Il y a souvent, Cosmopolite évidemment au premier lieu fait ce qu'il faut. Et puis il y a une autre boutique là sur le côté qui va être investie par une maison d'édition qui est la maison Bambou pendant le festival. Et ici, chez Cosmopolite, il y aura les éditions Le Lombard en partie qui vont venir vendre. Donc cet espace pourrait être un peu plus BD, mais pour ça il faudrait qu'il y ait peut-être plus de mobilisation. Bon, alors, ceux qui sont, vous qui avez tout suivi depuis si longtemps, des jeunes dessinateurs, etc., je pense qu'il y a aussi la Maison des auteurs, il y a à la gare cette année quelque chose qui va être mis en route, en fait. Qu'est-ce qui se passe ailleurs quand on est moins connu, quand on n'est pas chez Dargaud, quand on n'est pas chez Lombard, ou quand on n'est pas avec les fanzines Place New York? Ce qui se passe, c'est que Angoulême, c'est déjà une terre de formation. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'auteurs modernes qui sont passés par l'école d'Angoulême, l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, avec l'Institut Saint-Luc à Bruxelles, ou même encore l'école Émile Cole à Lyon. Ce sont les trois grands pôles dans lesquels se forme la bande dessinée franco-belge. Donc, déjà, on peut déposer un dossier ici et éventuellement, donc, être accepté et pouvoir apprendre son métier. Ensuite, il y a non seulement ça, mais il y a l'ESI, l'école européenne supérieure de l'image, qui permet une formation de type Bac+5 par la suite et qui donc va accréditer des thésards, ce qu'on appelle des thésards, des chercheurs, des profs, des étudiants qui veulent travailler plus intimement le médium 9e art. Donc il y a ce volet ici de formation à la bande dessinée. Il y a ce dont on a parlé, les entreprises de dessin animé qui recrutent aussi beaucoup. Parce que la bande dessinée, on va le dire, c'est pas un milieu fermé, c'est un milieu très poreux qui va avec le graphisme, qui va avec la communication, avec le dessin animé, avec l'illustration jeunesse, avec le dessin de presse. La bande dessinée, c'est une espèce de noyau ouvert qui touche à tout un tas d'autres arts ou manifestations. Donc, de toute façon, à Angoulême, on peut se pointer avec son dossier sous le bras, se présenter à l'école d'art et de voir si on peut pas ici être formé. Et à la suite, il y a des opportunités ici et ailleurs pour pouvoir rester. Juste, et je termine avec ça,
la Charente, je crois, est le deuxième pôle après Paris, pépinière d'auteurs. C'est-à-dire que c'est ici, sur le département, qu'on a le plus grand nombre d'auteurs professionnels et reconnus comme tels qui sont installés. C'est donc pas totalement une surprise. Il faut reconnaître que les choix qu'ont fait messieurs Groux, Moliterni, en proposant ce festival tous les ans au mois de janvier depuis 50 ans, sans le savoir, ils ont créé, entre guillemets, une identité à notre ville, un savoir-faire, des compétences, et ils ont fait entrer aussi beaucoup d'argent dans les caisses. Parce que c'est du commerce. Quand vous avez des gens qui viennent se former ou qui viennent travailler pour une boîte ici, ils viennent des fois avec femmes et enfants. Donc ça veut dire qu'on inscrit des enfants à l'école, on achète une maison, on prend un crédit pour la voiture, etc. etc. Donc ce que les Angoumoisins ne voient pas, c'est l'importance économique depuis 50 ans, on va dire, qu'a enclenché cette dynamique du festival. Et c'est pour ça qu'on s'est accroché à ce festival. On a parlé de Georges Chavannes tout à l'heure, l'ancien maire de la ville d'Angoulême, qui avait voulu le stopper quand, effectivement, suite à l'affaire Boucheron, ce maire angoumoisin qui avait un petit peu dilapidé de l'argent public, on va dire, et mis dans sa poche. Bon, Georges Chavannes est quand même acculé. Il faut qu'il trouve un système pour nous sauver. On est en 91, c'est le gouvernement Rocard. On est sous la présidence de François Mitterrand. Et une de ses idées, c'est de faire d'Angoulême une biennale, en alternance avec Grenoble. Et donc, du coup, ça ne marche pas du tout. Et les gens ici sont profondément attachés à leur festival. Et donc, maintenant, je crois que de toute façon, on peut plus imaginer que la ville renonce au festival. Pour tout un tas de raisons. Il faudrait demander à M. Bonnefond. Mais oui, mais ça on aura les invités toute cette semaine-là à l'antenne, donc on leur posera peut-être la question. Donc ma question aussi, c'était où est-ce qu'on peut être exposé quand on est moins connu dans la ville, et quels sont les lieux nouveaux, puisqu'on a parlé d'autres fois, on parle d'aujourd'hui, on peut aussi parler de demain, peut-être, si vous voyez, vous, qui connaissez bien cette chose-là, l'évolution de ce salon, festival, comme on veut, de la bande dessinée Angoulême. La professionnalisation, on l'a vu, depuis 20 ans, le festival s'est totalement et considérablement professionnalisé aux grandes dames d'un grand nombre de gens dont je parlais tout à l'heure, toujours le fameux « Ah, c'était mieux avant ». Oui, il y avait des choses mieux avant, c'est vrai. Le festival étant devenu très professionnel, il draine avec lui de la communication, il draine avec lui de la pub, et tout ce qui va avec, des réseaux sociaux. Là, il y a une grosse controverse à propos de l'exposition Bastien Vivès, par exemple. Donc l'avenir du festival, c'est certainement, on va le voir, de se professionnaliser, parce il ne peut pas faire autrement. De toute façon, il est la première manifestation européenne de bande dessinée franco-belge, voire dans le monde, il est une des premières. Il y a San Diego, effectivement, aux États-Unis, il y a des festivals en Corée du Sud, mais un truc de l'importance d'Angoulême avec un tel rayonnement, il n'y en a pas beaucoup. Donc le festival est coincé, il va être obligé de tenir, un peu comme Cannes, un certain niveau. Il est la référence en matière de bande dessinée. Il est le premier en termes de calendrier, chaque année, c'est lui qui donne le là des choses. Donc l'avenir pour un jeune auteur, à mon avis, oui, c'est effectivement de passer par Angoulême, du moins peut-être pour se former, et ensuite on a beaucoup d'auteurs professionnels qui ont démarré ici, puis qui vont soit immigrer ailleurs, ou qui restent dans le coin, mais qui travaillent, oui. Merci pour cet éclairage, Éric Potel. Et vous, j'allais dire, dans tout ça, puisqu'il nous reste 2 minutes, vous allez effectivement interviewer, comme d'habitude, vous êtes en lien avec les attachés de presse des auteurs, etc. Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui vibrer? Et puis, on vous entendra sur notre antenne avec Erika Walter et Denis Charbonnier, nos journalistes, pour interviewer ces gens-là, puisque vous êtes assez spécialistes. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui? Voilà, c'est ça ma question. Quand je prends un album, que je l'ouvre, que ça fait crac, parce que c'est la reliure qui s'ouvre, qu'il y a cette odeur d'encre qui me monte dans le nez, qu'il y a le poids, la texture, la bande dessinée PDF, je supporte pas. Pour moi, je suis vieille école. Oui, une BD, ça doit faire crac, ça doit sentir bon, et ça doit rappeler justement, alors chacun sa Madeleine, Proust était effectivement ses petites madeleines. Moi, c'est les odeurs de bande dessinée, ça me rappelle terriblement, je crois, l'enfance, et on essaye toujours de retrouver ce picotement primaire en quelque sorte. Le jour où je l'aurai plus, j'ai toujours dit j'arrêterai. C'est-à-dire que le jour où j'ouvrirai une bande dessinée le soir chez moi et que j'aurai plus envie, plus le truc pour la lire, j'arrêterai. Vous me demandez qu'est-ce qui fait bouger, que ça picote. Il faut que ça donne envie, il faut que ça fasse briller les yeux, il faut que ça fasse réfléchir, il faut que ça fasse rêver. Enfin bref, si ça y est pas,
Alors, c'est quoi? C'est la couleur, on a bien compris, la couleur, l'odeur, mais aussi l'histoire, sans doute, et puis celui ou celle qui dessine et qui crée les bulles. C'est surtout, je me souviens d'un de mes profs de philosophie, Monsieur Marion, qui est maintenant académicien, Jean-Luc Marion, un grand académicien, qui adorait la BD et qui m'avait dit c'est certainement un des lieux les plus vivants de l'expression créatrice française à l'heure actuelle. Et il n'a pas tort. Si vous regardez, c'est certainement, dans les années 2000, c'est là où il y a eu lieu la plus grande création. Tout le monde maintenant connaît Marjane Satrapi ou Johann Sfar, alors qu'il y a 20 ans, moi, quand je les ai découverts, c'était de purs inconnus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vivier qui inspire le cinéma, la littérature, etc. Donc je crois que plus encore que le cinéma et la littérature, s'il y a bien un média dans lequel la France est en tête, je veux dire, a quelque chose à dire, c'est bien la bande dessinée. Et donc pour moi, tant qu'il y aura ce parfum de découverte, d'imagination, ça fonctionnera. J'aurai envie de continuer à en lire, du moins je l'espère. Merci beaucoup. On trouve tout sur Internet si on a envie de venir, et puis dans les journaux locaux, si on a envie de venir à la bande dessinée, si on n'a pas peur de se garer, il y a des navettes, etc. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Il y a les passes pour ceux qui payent, et puis il y a aussi toutes les expositions diverses et variées d'associations qui, tout au long de la ville, sont ouvertes et gratuites. Alors oui, moi je vais faire une émission juste avant le festival, petite chronique dans laquelle je vais donner un petit peu des indications sur les grandes expositions. Mais évidemment, il y a celle qui est consacrée à Julie Doucet, le Grand Prix, et puis il y a celle qui est consacrée à ce fameux mangaka. C'est une première, une exposition payante pendant le festival, oui. Mais bon, on en reparlera quand ça sera fait. J'ai mes rendez-vous. Moi, je vais déjà recevoir Vincent Bournel-Bosson pour Les Trompettes de la Mort aux éditions Lagrume, sélection pour l'Éco-Fauve. Et il y aura aussi Jérémy Moreau pour Les Pislies, un auteur extrêmement intéressant qui, depuis des années, monte, a déjà reçu le Fauve d'Or à Angoulême. Donc ici, on parlera franchement de bande dessinée. Et puis à côté, je pense qu'avec Erika, on fera aussi un petit tour un peu local sur ce qui se passe et comment la bande dessinée modifie, si j'ose dire, notre écosystème local. Merci Eric Potel de tous ces éclairages. On vous souhaite un très bon festival. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.